Nous voici au troisième chapitre du jour dans lequel nous allons parler des listes en programmation fonctionnelle. Les listes sont fondamentales en programmation fonctionnelle et jouent un rôle majeur. La raison principale, c'est qu'une liste permet des insertions extrêmement rapides au milieu de la liste, ce qui va par exemple permettre d'augmenter la vitesse de certaines opérations comme certains types de tri. Les listes sont des structures de données qui sont récursives, ce qui nous convient également très bien en programmation fonctionnelle. Alors, quelle opération peut-on faire avec une liste? Eh bien, on peut ajouter par exemple un élément au début de la liste ou à la fin de la liste. On peut trier une liste. Rechercher si un élément est présent dans une liste ou encore appliquer des opérations sur chacun des éléments de la liste. Toutes ces opérations-là, eh bien, vont faire appel à de la récursivité. N'oublions pas que la transparence référentielle signifie que nous avons des listes qui sont immutables. L'implication immédiate de cela, c'est que, en fait, on ne va pas modifier nos listes. On va simplement en créer de nouvelles. Quelques mots maintenant sur la validité et l'universalité de notre approche. Dans ce cours, nous utilisons le langage de programmation Scala comme exemple des principes de la programmation fonctionnelle. Attention, ce n'est pas un cours sur Scala, mais un cours qui utilise Scala. Les principes que nous voyons aujourd'hui, notamment le matching et les listes, jouent un rôle primordial dans chaque langage fonctionnel, qu'on considère Haskell, F#, Kotlin ou encore Scheme. Eh bien, dans tous ces langages-là, on va retrouver les listes et le matching comme caractéristiques centrales du langage. Alors Scala est l'un des langages qui est aujourd'hui populaire, il est autour de 30 dans le TOB index. Il a été dépassé par Kotlin, notamment parce que Kotlin est désormais utilisé sur Android. Et puis, on peut se poser la question, bien, qu'en est-il de Python? Python, c'est aujourd'hui un langage très populaire qui malheureusement eh bien, ne propose pas de pattern matching ni de tail recursion et il n'a pas également de librairie fonctionnelle très poussée. Et donc en fait, ce n'est pas un bon candidat pour exemplifier les principes fondamentaux qui sont utilisables dans tous les langages fonctionnels. Retournons maintenant à nos listes. Alors, pour pouvoir construire une liste, eh bien, on va utiliser deux choses. On va utiliser la liste vide, qui s'écrit nil en Scala, ainsi qu'un opérateur qui va s'appeler cons et que l'on va nommer, que l'on va écrire, pardon, 2 points, 2 points. Alors, cet opérateur-là va nous créer une nouvelle liste. Par exemple, si j'écris x 2 points, 2 points, xs, eh bien, ça va créer une nouvelle liste avec comme premier élément x et comme reste de la liste xs. Regardons maintenant deux exemples concrets de comment utiliser ces opérateurs et la construction de listes. Ici, je crée une liste de strings. Il faut lire ça depuis ici. On va créer à partir de la liste vide nil et de l'opérateur cons une première liste qui va ensuite avoir ces éléments ajoutés. Ici, je crée une liste d'entiers. Alors, quelques notes sur cette écriture. Chaque opérateur en Scala qui se termine par 2 points est associatif à droite. Ça veut dire que si j'écris ce qui est donné là, c'est-à-dire 4 2 points 2 points nil, en réalité, je vais avoir l'associativité à droite qui va me donner que l'opérateur 2 points 2 points,
qui se trouve là va être appliqué sur nil, avec comme argument 4. Cet opérateur de point de point est contenu dans la classe list, et donc, en écrivant A de point de point, B de point de point, C de point de point, nil, eh bien c'est équivalent à cette notation parenthésée que l'on retrouve ici. Le type liste est un type homogène. Ça signifie que tous les éléments de la liste doivent avoir le même type. Regardons ici un premier exemple. Nous avons une val qui est de type list de string qui va contenir à l'intérieur uniquement des strings. Quant à la liste nums qui est ici, qui est une liste d'entiers, elle va contenir que des entiers. Petite remarque en passant, la notation qui est en haut ici, c'est la notation fonctionnelle qu'on va retrouver dans la plupart des langages de programmation fonctionnelle. On peut construire de manière équivalente en ce cas-là une liste grâce à la notation list, suivie entre parenthèses des éléments qu'on veut séparer par des virgules. Ça c'est la notation dans la librairie Scala et les deux sont équivalents. Imaginons que nous avons défini une liste, ici nums, comme une liste d'entiers. Chaque opération que l'on peut exprimer sur une liste va être constituée des opérations fondamentales que sont head, tail et isEmpty. Alors, ici, si j'ai nums.head, cela va s'évaluer à la tête de la liste, à savoir 1. Tail va être la queue de la liste, ce sera donc une liste qui ne contiendra pas le premier élément. Donc dans la notation Scala, ça me donnerait ceci. Et on peut encore chaîner ces opérations. Par exemple, si je fais nums.tail.head, j'obtiens 2. Finalement, isEmpty est un prédicat qui va me dire si une liste est la liste vide ou bien pas. Dans notre exemple ici, l'évaluation de cette expression vaudra false. Ces différentes opérations sont définies comme des méthodes sur le type list. Prenons maintenant un exemple de tri de liste. Voici une liste de nombres entiers. Pour pouvoir la trier, on va trier le tail de la liste pour obtenir la liste qui se trouve ici, puis insérer la tête au bon endroit. C'est l'idée du tri par insertion. Alors, voici écrit sous forme de code ce tri par insertion. C'est donc une méthode qui reçoit xest une liste d'entiers, qui nous produit une liste d'entiers, et puis qui est récursive. Donc, la condition d'arrêt est la suivante. Si la liste est vide, ce qui sera produit, ce sera nil. Autrement, on va insérer la tête de la liste dans la queue de la liste qui sera triée. Alors, ici, il faut être attentif parce que la méthode insert insère la tête dans une liste qui est triée. Voilà le tri par insertion. Je vous propose maintenant un exercice qui consiste à implémenter la fonction insert en utilisant la récursion. Alors, vous avez fait l'exercice de votre côté. Je vous propose maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont peut-être pas réussi à faire cet exercice, une explication. Donc l'idée est de regarder ce que va faire insert lorsque le deuxième argument est la liste vide, qu'on peut également écrire nil, bien sûr, ou pour le cas suivant,
faire une insertion dans une liste à un élément et finalement de considérer le cas de l'insertion dans une liste déjà triée. À partir de ça, on va pouvoir déduire la récursion pour la fonction insert. Donc cette fonction insert a ce prototype-là. Alors, si notre liste est vide, commençons par la condition d'arrêt de notre récursion, si la liste est vide, eh bien, cette liste ici, donc L, si cette liste-là est vide, eh bien, l'insertion sera très simple parce qu'on va simplement créer une liste avec l'élément à l'intérieur. Donc, si L est vide, on pourrait également écrire, bien entendu, de manière équivalente ceci. Ensuite, deux cas se présentent, où l'élément est plus petit que la tête de la liste, ou l'élément est plus grand que la tête de la liste. Alors, si l'élément est plus petit que la tête de la liste, vous voyez, ici on utilise les méthodes head, tail et isEmpty. Alors, si cet élément est plus petit que la tête de la liste, eh bien, je vais insérer l'élément à la tête de la liste en créant une nouvelle liste qui sera composée de lm suivie de l. Finalement, dans le dernier cas, donc si élément est plus grand que la tête de la liste, ce qui est le cas par exemple ici, lorsqu'on fait la première insertion, eh bien ce qu'on va faire, c'est créer la liste on va écrire ça comme ça. Voilà, on va insérer notre élément qu'on veut insérer en sortant la tête et en faisant récursivement l'insertion dans la liste dont le premier élément a été enlevé. Et donc, on écrit ça comme ceci, on prend la tête de la liste, l.head, auquel on va rajouter l'insertion récursive de notre élément dans la liste sans la tête. Et grâce à ça, si on fait notre tri isort d'une liste non triée, on va obtenir comme résultat une liste triée avec le tri par insertion. Il est également possible de faire du pattern matching avec des listes. Premièrement parce que nil est en réalité une case class et qu'il existe un pattern qui est celui indiqué ici, donc p2.2.ps. Alors les lettres ici ne sont pas importantes, on peut utiliser x2.2.xs par exemple. Ce pattern-là va faire que lorsque l'on match une liste avec ce pattern-là, on va avoir head qui va matcher la tête et tail qui va matcher le reste. Donc si on fait un match, on va avoir quelque chose comme, si on fait un match sur une liste, on peut écrire ça comme ça par exemple, case p2.2.ps. Là, on aura à disposition à cette partie-là p qui sera la tête de notre liste et ps le tail de notre liste. On peut également implémenter la méthode insert de l'exercice précédent à l'aide du pattern matching. C'est ce que nous allons faire ici. On va implémenter ensemble l'insertion à l'aide de pattern matching. Ici, j'ai repris le code que nous avons vu dans les slides avec notre algorithme de tri et la méthode insert qui pour l'instant n'est pas encore implémentée. Donc,
juste pour vous montrer, ici c'est assez intéressant d'avoir la possibilité de définir une méthode qui n'est pas encore implémentée, parce que du coup dans ma worksheet je peux continuer à travailler, vous voyez j'évalue ici des résultats, mais cette méthode n'est pas encore appelée. Bien entendu, si j'appelle cette méthode, eh bien ma worksheet va s'arrêter ici avec un message d'erreur qui va me dire que ça n'a pas été implémenté et donc ça ne fonctionne pas. Mais juste pour avoir cet exemple-là. Donc ça, c'est ce que je vais vouloir avoir, et ce que je vais m'atteler à faire maintenant, c'est implémenter cette méthode insert avec du pattern matching. Alors comment faire ça? Eh bien, on va, pour ça, matcher sur L, et puis si on a une liste vide, donc si L est vide, eh bien ma fonction insert va, c'est le cas qu'on a ici en dessous, hein, ma fonction insert va simplement retourner une liste avec comme premier élément lm et le reste nil. On peut écrire de manière tout à fait équivalente ceci. Hein. Mais pour l'exercice, je vais me tenir à la notation strictement fonctionnelle. On a ensuite le pattern pour les listes. Alors ce pattern pour les listes, on peut l'écrire par exemple comme ceci. Et ça va nous signifier que x sera le premier élément de la liste et xs sera le tail de la liste. Donc si j'ai une liste avec x, xs, eh bien je vais regarder si mon élément est plus petit que la tête de la liste. Alors vous voyez ici j'ai x, c'est pas très clair de voir que c'est la tête de la liste. Alors je vais simplement renommer ici mon head. Je peux l'appeler autrement, hein, ici, c'est pas du tout l'opérateur head de la liste, hein, ça c'est vraiment un nom local pour la tête de la liste que j'ai appelé ici head. Tant qu'à faire, je renomme aussi cette deuxième partie qui sera le reste de la liste, comme ça j'aurai quelque chose qui sera plus proche du langage naturel. Et donc si mon premier élément est plus petit que head, ce que je dois faire, c'est le cas qu'on a ici, c'est créer une nouvelle liste avec cet élément au début de la liste et le reste ensuite. Donc je vais écrire ça, je vais donc avoir une nouvelle liste avec la tête de la liste, pardon, avec lm et ma liste en entier. Ici, je pourrais aussi écrire quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas extrêmement utile. Donc je reprends directement la liste. Si maintenant mon premier élément n'est pas plus petit que la tête de la liste, eh bien ce que je vais faire, c'est faire une nouvelle liste qui aura comme premier élément la tête, et cette tête sera suivie par l'insertion récursive de mon élément lm dans le reste de la liste. Et avec ça, en fait, j'ai complété l'insertion en utilisant le pattern matching qui est ici, avec différents noms. Une fois encore, on peut changer ça, hein, on peut appeler ça autrement, et ça aussi autrement, sans aucun souci. Et du coup, j'ai mon tri fonctionnel et implémenté avec du pattern matching. Sur ce slide, vous allez retrouver une fonction très simple qui calcule la taille d'une liste. Alors, vous avez deux fonctions, la fonction 1 et la fonction 2. La question que je vous pose maintenant, c'est d'une part de regarder l'implémentation de ces deux fonctions pour comprendre ce qu'elles font, et à partir de là, quelle est la différence entre ces deux fonctions? Alors, vous l'avez constaté, ces deux fonctions sont identiques, à la différence près que les types des listes sont différents. Alors, ce n'est pas très élégant de faire une telle implémentation, et nous allons maintenant voir une solution à ce problème-là, c'est-à-dire d'avoir une solution qui fonctionne pour les listes de tous les types à l'aide de la généricité. La généricité va nous permettre de passer un type comme paramètre d'une fonction. Attention, parce que cette généricité fonctionne en réalité à la compilation. Scala est un langage qui est typé statiquement, ce qui signifie que les types ne sont plus disponibles au runtime. Lorsque notre programme tourne, la notion de type n'existe pas, ou n'existe plus si on veut. C'est ce qu'on appelle le type erasure.
Donc en fait, la généricité est quelque chose qui est indiqué au compilateur et qui est utilisé par les compilateurs. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça nous permet de customiser nos fonctions, nos classes et nos méthodes à l'aide de différents types. La notation, eh bien, on utilise pour cela des chevrons avec à l'intérieur du chevron le type que l'on souhaite utiliser comme paramètre. Pour l'exemple que nous avons vu tout à l'heure avec la liste et la longueur de la liste, pardon, eh bien, ici, on va dire ma fonction longueur prend un paramètre également qui sera le type, et ce type sera disponible dans la fonction, ici dans le type du paramètre, ce sera donc une liste de t, et on va ensuite pouvoir utiliser cette fonction. On peut se poser la question, pourquoi ne pas faire une liste d'any? Ici, on pourrait imaginer avoir L, une liste de type any. Alors, c'est possible, mais ce n'est pas idéal, parce qu'en fait, une liste d'any ne va pas nous permettre de faire des relations entre les listes. Par exemple, imaginez qu'on ait une liste d'animaux et une liste de chiens, qui est bien entendu, un chien va hériter d'animal, et si on fait des listes d'any, on ne va pas pouvoir avoir la possibilité, par exemple, de mettre des chiens dans une liste d'animaux, etc. Ça, c'est le problème de la variance qu'on verra plus tard, et que la généricité nous permet de régler de manière élégante, ce que la solution ici ne permet pas de faire. Comment concaténer des listes? Un des problèmes qu'on a souvent, c'est d'avoir une liste et une autre liste. Et on aimerait bien, à partir de ça, eh bien, les concaténer pour obtenir la liste. Ici. Alors il existe pour cela un opérateur en Scala qui est l'opérateur plus plus. Il existe également une alternative à cet opérateur qui est le triple de points. Ça c'est une notation qui vient de Lisp. Hein. Et eh bien cette opération plus plus va nous produire la liste que l'on souhaite ici directement. Alors, comment est implémenté cet opérateur plus plus? Eh bien, il peut être implémenté avec les opérations de base que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire eh bien, head, tail et isEmpty, et ce sera l'une des tâches que vous aurez à faire dans le devoir du jour. Il existe un très grand nombre de fonctions sur les listes qui sont déjà implémentées, par exemple length qui va nous donner le nombre d'éléments de la liste, last qui va nous retourner le dernier élément de la liste, et donc la fonction symétrique de head, init qui va nous retourner tous les éléments sauf le dernier, reverse qui va inverser tous les éléments de la liste, take avec comme argument n qui va nous retourner les n premiers éléments, drop avec comme argument n qui va retourner tout sauf les n premiers éléments, et apply qui va nous retourner le nème élément. Alors ce apply, si on a par exemple une liste comme ceci, eh bien on peut écrire ou apply 0 ou de manière équivalente 0 comme ceci. Ce apply en fait peut être raccourci par des parenthèses. Toutes ces opérations-là vont être implémentées dans le devoir du jour, mais ils existent déjà en Scala, mais nous allons le refaire à la main parce que c'est très intéressant de comprendre comment fonctionnent ces différents opérateurs. Alors ce qu'on a vu dans cette leçon du jour, c'est que eh bien, le pattern matching nous offre un moyen de renverser le mécanisme de construction, et cela nous permet de faire de manière très pratique des choses complexes. On a également commencé à parler des listes, les listes qui jouent un rôle vraiment central en programmation fonctionnelle, et travailler avec ces listes va nous permettre de comprendre un petit peu plus en détail et en profondeur comment la programmation fonctionnelle est construite, et ça va nous donner aussi de la matière pour pouvoir nous exercer à penser de manière récursive et fonctionnelle.
La semaine prochaine, dans le prochain chapitre, eh bien, nous allons travailler à améliorer encore nos fonctions sur les listes et nous irons plus loin avec l'application de fonctions sur des listes, par exemple. Merci beaucoup pour votre attention.